fanfreluches et immondices. Dès la fin du XIXe siècle, voyant les ressources naturelles diminuer, les Britanniques ont mis en place des lois et des organismes, afin de gérer l'immense territoire que représentent les Indes. Le Indian Forest Service est créé en 1866, le Indian Forest Act est édicté en 1878. Les Britanniques cherchaient alors avant tout à préserver le couvert forestier sur ces zones, de façon à assurer une pérennité pour l'exploitation du bois d'œuvre, le principal levier étant le prélèvement des taxes de douane. Accessoirement, ces dispositions permettaient de préserver également le gros gibier, qui peu à peu disparaissait. C'est ainsi que plusieurs aires protégées ont vu le jour comme le parc national de Kaziranga en 1905. Les mesures de protection se sont renforcées, avec le Indian Forest Act de 1927. Devant la dégradation continue des zones protégées, en 1972, le gouvernement indien a fait promulguer le Wildlife Protection Act, sur la protection de la faune et de la flore sauvage. La loi relative à la conservation des forêts, le Forest Protection Act de 1980, dispose qu'aucune superficie boisée ne peut être soumise à des utilisations non forestières, sans l'approbation préalable du gouvernement indien. Cette loi, adoptée trop rapidement, et avec peu de concertation, a servi de façon très efficace à interdire la conversion des zones forestières. Cependant, elle pose localement des difficultés aux petites communautés rurales. Dans la foulée, le Forest Survey of India, un organisme destiné à évaluer les résultats de la protection du couvert forestier, a été créé en 1981. La loi relative à la protection de l'environnement, l'Environment Protection Act, 1986, a joué un rôle crucial dans la conservation et la gestion des écosystèmes, notamment dans le traitement des eaux et des déchets. La loi de 2006, sur les tribus répertoriées et autres habitants traditionnels des forêts, reconnaissance des droits forestiers, est un texte clé de la législation forestière, adopté en Inde le 18 décembre 2006, The Scheduled Tribe and Other Traditional Forest Dwellers, Recognition of Forest Rights, Act. En 2008, le Forest Rights Act fait craindre à certains protecteurs de l'environnement, une perte d'autorité de l'État sur les zones protégées. Il existe plusieurs niveaux de protection, le plus élevé étant les parcs nationaux et le plus petit, les village forests. En outre, certaines zones protégées peuvent l'être par des personnes privées. Seulement 4% de la surface du pays doit, d'après une décision gouvernementale, être protégée. À ces aires protégées, se superposent des zones où des moyens complémentaires sont offerts pour protéger une espèce particulièrement ou un biome important. C'est le cas par exemple des Tiger Reserves et des Elephant Reserves, qui peuvent le cas échéant, se superposer. Ces réserves sont pilotées dans le cadre de plans comme le Project Tiger, le Project Elephant, l'Asiatic Lion Reintroduction Project. Le Yamuna Action Plan a pour objectif à réhabiliter la rivière Yamuna. La protection de l'environnement est aujourd'hui pilotée par le ministère de l'Environnement et des Forêts, qui dirige de nombreuses agences gouvernementales, comme le Indian Forest Service, des centres de formation, et d'autres institutions. Face à la forte pollution présente dans le pays, le gouvernement indien a lancé en 2016 l'objectif d'électrifier à 100% le parc automobile, d'ici 2030. Ces dernières années, les événements météorologiques extrêmes, avec des sécheresses, des canicules et des cyclones récurrents, sont un facteur majeur de la chute de revenus des fermiers. Selon le Center for Science and Environment, la plus grande ONG environnementale de l'Inde, on fait face à une crise agricole, avec une vague de suicides de fermiers et des manifestations paysannes qui se sont multipliées par 3. Les partis n'ont pas l'intelligence, ni la vision à long terme, pour prendre les mesures nécessaires. À la place, ils répondent à chaque sécheresse, à chaque inondation, par de la gestion de crise. Il n'y a aucun plan d'ensemble, pour agir à l'échelle nationale pour la prévention et l'adaptation. La pollution de l'air provoque la mort de 100 000 enfants de moins de 5 ans, chaque année, selon le Centre pour la science et l'environnement de New Delhi. Elle est responsable de 12,5% des morts en Inde.
L'Inde génère actuellement, en 2019, 62 millions de tonnes de poubelles par an, mais cette production pourrait s'élever d'ici 2030, à 165 millions de tonnes annuellement, selon les estimations du gouvernement. L'Inde est le deuxième pays le plus peuplé du monde, après la Chine, et compte plus de 1,3 milliard d'habitants, dont 215 millions, dans l'Uttar Pradesh, Kanpur, Agra, et 120 millions dans le Maharashtra, Bombay, Pune. C'est un pays jeune avec 560 millions de personnes de moins de 25 ans. En 2004, un Indien sur deux avait moins de 25 ans, et 70% de la population habitait à la campagne. On prévoit que l'Inde deviendra le pays le plus peuplé du monde, aux alentours de 2025. La corruption constitue encore un défi majeur pour les institutions du pays. Parmi les parlementaires élus en 2019, 43% ont des dossiers judiciaires en cours. Les partis politiques se tournent de plus en plus vers les grandes fortunes et les entreprises pour se financer. Sur l'année fiscale 2017 à 2018, les entreprises et les personnes fortunées avaient contribué 12 fois plus au financement du BJP qu'à celui de 6 autres partis nationaux, y compris le Congrès. Alors que les milieux d'affaires sont mis en cause dans de nombreux dossiers spectaculaires, des hommes d'affaires compromis ont dû fuir le pays et les liens entre milieux politiques et financements obscurs nourrissent l'empire des milliardaires, selon la formule du journaliste James Crabtree. Les médias sont également secoués par des affaires de trafic d'influence, certains d'entre eux couvrant les activités de personnalités politiques, en échange de paiement. L'Inde est le pays de la région Asie-Pacifique, où dessous de table et pots de vin sont le plus pratiqués. Les plus pauvres en sont fortement victimes, 73% d'entre eux sont contraints d'y recourir au moins une fois par an, contre 55% des plus favorisés, selon Transparency International. Cette corruption facilite l'accès à des services qui devraient être publics, documents administratifs, affaires de police, raccordement à l'électricité, voire soins hospitaliers. Mes sources, wikipedia.com.